Soyez les bienvenus à cette nouvelle émission de la civilisation moderne. Aujourd'hui, nous allons voyager 20 ans dans le futur pour savoir qui seront les puissances économiques en 2030. Tout d'abord, nous allons vous expliquer ce que c'est une puissance économique à l'heure actuelle pour ensuite prévoir quels seront les pays qui jalonneront leurs économies dans les années à venir. Finalement, nous allons vous expliquer quels seront les facteurs qui entreront en jeu. Pour mieux comprendre ce sujet, nous allons nous servir de certaines cartes. Voici les grandes puissances modernes. Les États-Unis et le Brésil en Amérique, la France, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni en Europe, et finalement la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon en Asie. Parmi ces pays, il existe des régions et des communautés politiques telles que l'Union européenne, avec 27 États au total, le BRICS, constitué par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, ainsi que le G8, conformés de la plupart d'entre eux. Néanmoins, ce type de rassemblements peuvent être problématiques à cause de certains désaccords entre les pays membres qui peuvent mener à des confrontations entre les pays. Pour définir la valeur de la puissance de chaque pays, on le fait généralement à travers leur influence économique. Cette autorité n'est que la somme de certains faits. Le premier est le produit interne brut. Ensuite, la taille du marché, c'est-à-dire le nombre d'habitants. Après, on a l'extension du territoire, la quantité d'investissement direct étranger et finalement la stabilité économique. Même si cette influence peut causer des effets dominos négatifs assez importants, il y a d'autres facteurs clés qu'une nation doit tenir compte afin de devenir une puissance. L'un des facteurs grandement reconnus et d'une importance vitale pour les grandes économies sont les ressources naturelles. Il est bien évident que dans ces moments-ci, les produits de production énergétique tels que le gaz, le pétrole et le charbon sont les moteurs réels des grandes économies telles que les États-Unis avec une consommation de 101 153,86 trillions de barils de pétrole par année, la Chine avec 77 807,73 barils de pétrole par année et la Russie avec 30 358 barils par année. Pourtant, on voit que les producteurs principaux restent parmi les pays les plus inéquitables de la planète. On pourrait donc dire que ce n'est pas celui qui a le plus, celui qui gère le mieux. Un autre facteur qui rentre dans la mécanique de cette grande machine mondiale sont les grands pôles politico-idéologiques comme conséquence de la post-guerre. D'un côté, on a les pays où les marchés pro-capitalistes, tels que l'Union européenne, la plupart de l'Amérique latine et certains pays du Golfe. D'autre côté, on a les pays pro-capitalistes, tels que la Chine, l'ex-Union soviétique, le Cuba et le Venezuela. C'est ainsi qu'on a des grands marchés idéologiques qui aujourd'hui exercent une grande influence sur le reste de la planète. Néanmoins, certaines puissances neutres comme l'Inde et le Brésil pourraient conformer demain son propre pôle. L'extension des territoires et des marchés ainsi que la coopération internationale est très importante pour une puissance économique. C'est ainsi que la langue devient un instrument d'un impact énorme pour les échanges entre les différents pays. Prenons le cas du marché anglophone. On peut y trouver que les territoires anciennement colonisés par le Royaume-Uni constituent une grande partie du marché global, ce qui pourrait expliquer le succès de l'anglais au niveau mondial en comparaison avec d'autres langues comme le chinois, l'espagnol, le français, le portugais ou l'allemand, dont le caractère concentré ou peu répandu rend difficile la conformation de vrais fronts linguistiques. On pourrait donc dire que ces puissances mondiales ne s'y trouveraient pas si la taille de leur marché linguistique n'était pas si grande. Donc, on pourrait dire qu'un pays devient une puissance économique grâce à plusieurs facteurs.
une bonne politique de coopération, les investissements directs étrangers, la taille du marché réel et la taille du marché linguistique, l'extension du territoire et les genres des ressources. Et bien sûr la situation actuelle, nous irons vers 2030 afin de découvrir qui seront les puissances de cette époque-là. Nous avons donc plusieurs hypothèses. Quant à la population mondiale, cette prévision se traduit par des modifications parfois inattendues de la distribution géographique de la population mondiale au cours des 30 années prochaines. Ainsi, parmi les zones dont la population mondiale diminue, on trouve l'Europe, l'ex-URSS, l'Amérique du Nord, le Japon et l'Océanie développée, mais aussi plusieurs pays émergents d'Asie du Sud et la Chine. C'est la part de l'Afrique subsaharienne qui augmente le plus rapidement, suivie de celle du Moyen-Orient et de l'Amérique latine. Par rapport à l'accélération de la productivité, nous verrons la contribution de 3 facteurs. L'expansion de la production de nouvelles technologies de l'information et de la communication et la diffusion de leur usage dans l'ensemble des secteurs. La pression de la concurrence provenant de la globalisation et enfin un environnement économique et social favorable à ce choc d'offres. C'est ainsi que nous attendons dans le panorama des pays comme la Chine, l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne comme les producteurs principaux d'une nouvelle vague de métaux technofavorables. Prenons maintenant le scénario d'investissement par région, rassemblés en 3 groupes suivant le rang de revenus par tête qu'elles occupaient depuis 1970. Les régions riches, les régions à niveau de vie intermédiaire et les régions pauvres. Ce retour sur le passé permettra de prendre en compte l'évolution des 30 dernières années dans l'estimation du scénario le plus probable pour l'avenir. On voit donc que les régions anciennement riches commencent à chuter, pendant que pour la Turquie, l'Europe du Sud-Ouest et le pays non pétrolier d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, le décollage serait favorisé par l'intensification des liens avec l'Union européenne. En Océanie, Mexique et pays d'Amérique du Sud hors Brésil, l'ex-URSS et Europe centrale, nous allons voir des investissements progressifs si les taux de corruption continuent à diminuer. Quant aux pays d'Europe centrale et orientale, on considère que l'essentiel des réformes structurelles y a déjà eu lieu et que le mécanisme de rattrapage va jouer dès la présente décennie. Pour les autres pays, les prévoyances restent encore floues, mais on pourrait dire que son rattrapage ne sera pas si fort. En reprenant cette idée, nous supposons que le processus de rattrapage par accumulation des capitales fonctionne dès la décennie 2010-2020. Et c'est grâce à ce fait progressif que nous trouverons l'Afrique subsaharienne ainsi que l'Égypte dans la liste des pays revitalisés. Ce rattrapage restera cependant très lent à cause des faibles niveaux de départ, des taux d'investissement du capital humain et de la forte croissance de la population d'âge active. En ce qui concerne les ressources énergétiques, le prix du pétrole est simulé au niveau mondial. Le modèle suppose qu'il dépend au court terme des variations du taux d'utilisation de la capacité de production de pétrole des pays du Golfe et à moyen et long terme du rapport mondial entre les réserves et la production. Au niveau de la croissance soutenue mondiale, nous prévoyons une augmentation moyenne de 3,2% durant la décennie 2010-2020. Elle dépasse de 1,5 point de pourcentage de celle de la période 1990-2000. La reprise dans les pays en transition Europe centrale, Europe sud-est, en Amérique latine et en Afrique subsaharienne compense la baisse de la croissance aux États-Unis, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans le reste de l'Asie. Nous prévoyons une baisse de la croissance au cours de la décennie suivante, 2,7% durant 2020-2030. Cette baisse s'explique par le ralentissement démographique et non pas par la convergence. En moyenne, sur les 20 années 2010-2030, la croissance mondiale prévue est de 3% sur un quart
de points de pourcentage de moins que durant les 3 années 1990-2000. Le scénario du poids économique de pays et des régions en 2030 implique un changement important des régions économiquement fortes dans le PIB nominal entre 2010 et 2030. D'une part, l'accélération de la croissance de la productivité de certains pays par effet d'accumulation de capital sera très importante et d'autre part, les disparités des évolutions démographiques seront très intéressantes au niveau du marché. Ces deux effets jouent, dans la plupart des cas, dans le même sens, puisque, comme on l'a remarqué, la maturité démographique va habituellement de pair avec la maturité économique. La diminution du poids des régions anciennement industrialisées et démographiquement vieilles serait encore plus forte si l'hypothèse n'avait pas été faite dans le scénario d'une accélération du progrès technique au niveau mondial. Le déplacement du centre de gravité économique du monde est en continuité avec l'évolution des 30 dernières années. Mais les rythmes des changements seront modifiés d'ici 2030. La baisse de la part des pays anciennement industrialisés s'accélère. L'ensemble des pays de l'OCDE ne représentera que les 40% de PIB nominal en 2030. De la part des pays en transition parviennent juste à maintenir leur PIB nominal à 5%. L'Amérique latine occupe une position médiane, aussi bien dans ses caractères économiques que démographiques. Sa part du PIB mondial augmente à peine dans notre prévision, atteignant 10% en 2030. Dans notre prévision, c'est l'Asie du Sud qui gagne d'ici 2030 tout le terrain perdu par les pays industrialisés. De 12% en 1970, sa part est passée à 24% en 2000. On monterait à 38% en 2030, soit presque autant que le pays de l'OCDE. On pourrait donc dire que ce qu'on connaît aujourd'hui comme les BRICS seront les pays qui rentreront dans le cadre des grandes puissances. De sa part, les États-Unis s'écrouleront devant la Chine qui occupera la première place au niveau mondial. L'Union européenne devra lutter pour ne pas être considérée une vieille puissance et le marché jeune, tel que le CIVET, auront un rôle plus important que celui qu'il possède aujourd'hui. En tout cas, définir qui seront les puissances économiques en 2030 est un sujet qui est encore difficile à aborder. Nous vous remercions d'être avec nous et nous vous attendons à la prochaine. Merci.